Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Nos invités sont Daniel Saint-Jean, journaliste. Bonjour. Bonjour. Juste à côté de vous, Éric Pellet, président de l'association Alabama. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons évoquer un documentaire qui a été produit par l'association Alabama, mais écrit par vous, Daniel Saint-Jean, c'est cela? Oui, écrit et réalisé. C'est des prêtres condamnés à la déportation en Guyane par la Révolution française. Et la destination, c'était Lakuna Mama, puisque c'était un désert à cette époque-là. Alors, une histoire incroyable que vous nous faites découvrir à travers ce documentaire. Parlez-nous des recherches que vous avez dû mener pour écrire ce documentaire. Alors au tout départ, c'est en 2016, j'ai été au pèlerinage, qui est né dans les années 60 seulement, donc c'est très récent. Et j'ai été surpris par le nombre de personnes, la dévotion des gens, mais quand on commence à leur demander, mais vous venez pour les prêtres, mais vous connaissez l'histoire, et là c'était un petit peu le gros point d'interrogation. Et j'ai retrouvé ça l'année dernière quand j'y suis retourné. Il y a une dame, elle m'a dit, l'histoire, j'ai le livre chez moi, mais comme je sais pas lire, vous voyez où j'en suis, quoi. Donc j'ai dit, il faut faire un petit documentaire, et j'ai commencé à aller faire des recherches aux archives en Guyane. Et au fil des jours et des recherches, j'ai avancé tout doucement. J'ai contacté un étudiant à Cayenne, Maxime, qui aussi a fait des recherches aussi. Et de là, après, je suis parti en métropole pour voir l'origine du départ des prêtres qui étaient tous condamnés, puisque c'est toute la France et tous les prêtres de France et de Belgique qui avaient refusé de porter allégeance à la Révolution, qui étaient condamnés à la déportation en Guyane. Ils n'étaient pas condamnés à autre chose, c'était à ça. Parce qu'on a la guillotine avait tellement fait d'effet que il fallait trouver une autre solution pour se, entre guillemets, débarrasser des gens qu'ils considéraient comme des ennemis à la Révolution. Incroyable cette histoire. Alors, expliquez-nous, Monsieur Éric Pellet, le lien entre l'association Alabama et justement ce documentaire. Alors oui, l'association Alabama existe en Guyane depuis 1992, donc je compte plus trop les années, mais une bonne trentaine. L'objectif de l'association à la base, c'est d'organiser des expéditions en forêt guyanaise et sur le plateau des Guyanes, qui ont des buts à la fois sportifs, culturels, scientifiques. Donc c'est ce qu'on réalise depuis une trentaine d'années, avec à la clé bien sûr des films. 52 minutes, dont une dizaine de films qui ont été diffusés pour la plupart, même jusqu'en télévision et traduits en plusieurs langues, et également 5 carnets de voyage sur ces sujets-là. Bon, en dehors de ces expéditions en forêt guyanaise, on vit sur le littoral, bien sûr, c'est une association, donc on fait ça en plus de nos activités professionnelles, et Daniel, qui fait partie de l'association, a des compétences sur les aspects rédactionnels, notamment, puisqu'il était journaliste auparavant. Et à partir du moment où il est passé en retraite journalistique, il s'est lancé dans le documentaire filmé. Donc c'était l'occasion pour l'association Alabama, là aussi, de trouver une nouvelle flèche à notre arc pour faire des documentaires qui soient beaucoup plus focalisés sur la bande littorale et donc beaucoup plus culturel et social, on va dire, ou archéologique, des sujets qui vraiment peuvent être traités sur la bande littorale. Le dernier en date, c'est celui dont on parle là aujourd'hui, donc ces fameux prêtres déportés. Et donc voilà un peu la genèse. Donc dans l'association, il y a également un autre réalisateur qui lui fait plutôt les films qui sont tournés en forêt guyanaise. Vous avez été convaincu, séduit tout de suite par cette histoire? Oui, je suis depuis aussi longtemps que l'association Alabama en Guyane, donc rien qu'en tant que citoyen curieux, je m'intéresse à la vie du département, à l'histoire du département, et donc ce pan de l'histoire guyanaise en fait partie, puisqu'il y a 67 tombes de prêtres qui sont érigées alors en pleine forêt, c'est quand même à Yarakubo, mais c'est pas dans le village, c'est complètement à l'extérieur du village. Et comment est-ce qu'on en arrive à avoir 67 tombes
qui soit érigé sur cet emplacement. Et en fait, comme le disait Daniel un peu avant, on avait assez peu de réponses, en tous les cas verbales, sur le site. Donc il nous a semblé intéressant de pouvoir nous-mêmes déjà avoir plus de précision sur cette histoire et de pouvoir la partager. Alors, Daniel Saint-Jean, ils étaient combien de prêtres à partir de l'Hexagone et combien ont fini par arriver chez nous en Guyane? Alors, il faut voir que, en fait, il y a eu deux vagues de condamnation à la déportation. La première vague, ça venait de toute la France, c'était des centaines et des centaines, et ils ont embarqué plus de je crois que c'est 800 sur les 3 bateaux qui étaient bloqués à La Rochelle et Rochefort. Mais ils pouvaient pas partir parce que les Anglais avaient la maîtrise des mers. Donc tous ces prêtres qui étaient dans les bateaux, plus dans des mouroirs que dans des bateaux, à la fin, l'épidémie a gagné les bateaux, mais aussi les officiers, les matelots, tout ça. Donc ils ont fini par débarquer tous les prêtres sur l'île Madame à Port-des-Barques, et ils ont fini là. Et à peu près à la fin de la première terreur, il y en a qui ont été libérés, mais il y en a, je sais plus quoi, plus de 300 qui sont morts sur place, quoi. Et alors donc ça c'est la première terreur. Donc ceux-là ont été libérés. Et après le Robespierre, il y a eu une deuxième terreur. Et là, ils ont recommencé à condamner des prêtres qui voulaient pas porter allégeance. Et ceux-là ont été embarqués. Et ceux-là ont pu traverser et rejoindre la Guyane. Donc il y a eu 4 voyages, dont un bateau qui a fait deux voyages, et ils ont tous été transportés ils arrivaient à Cayenne, après ils faisaient un cabotage, ils remontaient la Cunamama, et ils étaient mis au bout où c'est actuellement à peu près, quoi, dans ce coin-là, et ils sont restés 4-5 mois. Et à la fin, c'est pareil, maladie, des morts à ne plus finir. Ils ont arrêté le camp et ils les ont envoyés à Sinnamary, où il y avait un camp, je pense, plus politique, quoi. Parce que à cette époque-là, il y avait les prêtres, c'est l'angle qu'on a pris, puisqu'on partait du pèlerinage. Mais il faut voir à côté, ça c'est aux historiens locaux de se pencher sur le sujet. Il y a eu beaucoup de politique aussi. Parce que par exemple, tous ceux qui étaient dans la troupe, quoi, à Robespierre, les députés, tout ça qui étaient du côté de Robespierre, ont tous été condamnés et déportés en Guyane. Donc ça fait quand même beaucoup de politique. Et ça, par exemple, à la soirée, il y en a qui ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé des politiques? Bah oui, mais si on prend pas un angle, on peut pas arriver au bout, c'est un 52 minutes, et si on a plusieurs angles, les spectateurs vont pas s'y retrouver. Faut rester sur un angle. Là, on part du pèlerinage, on veut savoir pourquoi il existe, on va chercher l'histoire, on découvre que en métropole, à Port-des-Barques, tous les ans, il y a un pèlerinage qui est beaucoup plus ancien, et qu'eux ont obtenu la béatification des prêtres qui sont morts sur l'île. Et donc on fait un parallèle, on revient, donc ça c'est la première vague, et la deuxième vague c'est ici, donc ils repartaient de La Rochelle et ils traversaient, et ils ont pu faire 4 traversées. Aujourd'hui on compte sur le site 67 tombes. On pourrait se demander où sont passés les autres, puisqu'ils étaient beaucoup plus nombreux à jeter l'encre, à arriver sur le site. Alors bon, déjà ils sont pas tous morts, et c'est déjà la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, donc il y en a qui sont rentrés en métropole au bout d'un certain temps, et ils ont été, on va dire, libérés, parce qu'en fait c'était les prémices du bagne. En pratique, c'était les premières déportations politiques, on va dire, sur le territoire de la Guyane. Donc certains sont morts sur place. Et on n'est même pas sûr aujourd'hui du nombre exact de ceux qui sont morts à Irakubo, parce que ils ont été enterrés pour la plupart dans des fosses communes. Donc aujourd'hui, il y a 67 tombes, mais il y en a peut-être beaucoup plus qui sont morts sur site. Il y a ceux qui ont survécu à tout ça et qui sont rentrés en métropole. C'est avec d'ailleurs ceux-là qu'on arrive à avoir des écrits historiques, parce qu'il y a des écrits quand même qui décrivent clairement les conditions de vie à ce moment-là. Donc ceux-là, ils ont survécu. Et puis il y a ceux qui sont restés en Guyane de force ou de gré, qui ne sont pas restés sur Irakubo parce que le climat était trop malsain. Donc soit ils sont venus sur Sinnamary par exemple, où ils sont morts également, ou jusque sur Cayenne.
Depuis les années 60, un pèlerinage est organisé dans la forêt à Cunamama en mémoire de ces 63 prêtres qui sont morts, mais la plupart de ces personnes qui se rendaient sur place ignoraient avant ce documentaire cette histoire. Et c'est le diagnostic peut-être que vous avez effectué. Disons que les participants ne connaissaient pas tous l'histoire et j'ai trouvé j'ai trouvé intéressant de répondre aux questionnements qui étaient posés par ces gens-là. Et je vous dis, la petite dame qui m'a dit, moi j'aimerais bien savoir l'histoire, mais j'ai le livre, mais je sais pas lire. C'est tout à fait à ces gens-là que je voulais répondre et aux autres, quoi. Mais c'est vraiment très peu de gens savaient l'histoire et c'est les réactions que j'ai depuis la présentation à la Maison des Cultures du film en avant-première, c'est maintenant on connaît un petit peu l'histoire. Et c'est une première démarche pour approfondir l'histoire après. Et je vous dis, après les historiens ont du travail, si ça les intéresse, quoi, sur élargir les prêtres, mais aussi les politiques et toute cette vie qu'il y avait à cette époque. Parce qu'il y a aussi des prêtres qui ont été libérés par les Anglais lors de la traversée. Et parmi les prêtres qui étaient condamnés ici, qui étaient déportés ici, il y avait même j'avais trouvé ça, il y avait même un espion anglais qui était parmi eux. Et il y avait des journalistes et un journaliste qui s'amusait à faire des écrits un peu satiriques. Et sans ça, les Belges arrivaient à faire passer leurs lettres, qui étaient à Cunamama, puisque la Belgique faisait partie du territoire de la Révolution française. Ils arrivaient à faire passer leurs lettres qu'ils envoyaient à leur famille. Et j'ai découvert à La Rochelle le recueil de ces lettres-là. Ils expliquent comment ils ont trouvé les lieux, comment ils sont arrivés, la façon de vivre et tout. Et c'est très très intéressant. Et c'est surtout comment ces gens-là ont réussi à résister à cause de leur croyance et de leur foi, quoi. Bon. Et arriver à faire passer des lettres, on se demande comment ils ont pu faire ça, quoi. Parce que c'est quand même, à l'époque, il faut se dire quand même, il y avait plusieurs mois de bateau pour arriver. On imagine la lettre qui part discrètement d'Irakubo, qui passe à Cayenne et qui rejoint la métropole, quoi, et pour aller en Belgique, pour arriver dans les familles. Je me demande vraiment comment ils ont pu faire ça, quoi. Et le recueil est vraiment très très intéressant. Alors, en parlant d'historiens et de scientifiques, je crois qu'il y a Marie-Hélène Chevrier qui a également travaillé sur le sujet. Oui, c'est ça. Vous savez, quand on s'intéresse à un sujet comme celui-là, il faut essayer de trouver des bons interlocuteurs. Et là, entre autres, c'est un sujet très historique, hein, puisque c'est pas du tout un film religieux. Hein, et bon, bien sûr, on interroge des religieux, puisque le fond, c'est quand même un pèlerinage chrétien, catholique. Donc, bien sûr, mais il faut aussi voir le côté historique. Et là, on a besoin de rencontrer des personnes qui ont déjà fait certaines recherches sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce travail qui a été qu'elle a mené, qu'elle a réalisé sommairement, Monsieur Singe. Donc Madame Chevrier, je l'ai contactée parce que c'est elle qui a fait plein de conférences au moment de Notre-Dame. C'est une spécialiste, elle est à l'université à Paris et elle a fait une thèse pour son doctorat sur les lieux de pèlerinage à travers le monde. Et donc moi j'ai vu le livre, j'ai écrit à l'éditeur, j'ai dit moi je voudrais rentrer en contact avec cette dame-là et tout, et le courant est bien passé, j'ai expliqué ce que je voulais faire et tout. Et l'intérêt que j'avais avec elle, c'est que d'une part elle montrait que parler de pèlerinage c'est pas ringard, au contraire, que les pèlerinages arrêtent pas de se développer et qu'il y a des points communs. Par exemple au Mexique et à Irakubo, on retrouve un peu la même façon d'assister à un pèlerinage. Les hamacs, les tables de camping, tout ça, c'est pareil. Et il faut se dire aussi, c'est ce qu'Amal souligné aussi, c'est que les pèlerinages ne viennent pas de l'église, mais des pèlerins qui créent le pèlerinage. C'est-à-dire, c'est les croyances locales qui décident de venir à un lieu, et au fur et à mesure que le bouche à oreille avance, il y a de plus en plus de monde, et après, on dit, on va faire un pèlerinage. Mais au départ, c'est vraiment les croyants, les participants qui créent le pèlerinage. Donc, ce qui permet d'avoir une certaine liberté. Vous verrez pas des hamacs dans d'autres cérémonies et tout, à Irakubo, mais aussi au Mexique. Les gens arrivent avec leur hamac, s'installent, mettent les tentes de camping, mangent le midi et tout. Mais la foi est là quand même, et ça peut sembler hors du temps, mais
les pèlerinages sont en plein développement. Regardez Compostelle, regardez Lisieux, Lourdes. C'est en ligne sur les réseaux et tout. C'est pas du tout du passé. Au contraire, ça s'est adapté aux moyens de communication aujourd'hui. Moi, j'ai été surpris quand même d'apprendre avec elle que des croyants à travers le monde prient en même temps à la grotte de Lourdes parce qu'ils sont en visio direct toute la journée à la grotte de Lourdes. J'ai dit, bon, ça peut surprendre et c'est des choses comme ça qu'elle m'a apporté, et elle a apporté aussi ces étapes bien précises, quoi. Alors, on est bien d'accord sur les connaissances que cela apporte sur le site. Ça permet de savoir ce qui s'est passé. En plus de cela, quels peuvent être les bénéfices de ce documentaire? En fait, ce documentaire, déjà, il a une vocation à mettre en lumière, bien sûr, la partie historique, mais il va avoir très certainement une deuxième vocation par rapport au pèlerinage lui-même. En fait, les pèlerinages comme celui d'Irakubo, comme l'a dit Daniel, c'est un pèlerinage qui est créé finalement par les pèlerins eux-mêmes. Ce ne sont pas ces sites de pèlerinage, ce ne sont pas des lieux sacrés en soi qui ont été créés par la religion elle-même. Ce sont les pèlerins qui ont décidé que ce lieu-là avait quelque chose de particulier. Et donc, du coup, ça attire en soi, normalement, bien sûr, des personnes catholiques, en l'occurrence pour ce type de pèlerinage, mais pas que. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à Lourdes, par exemple, il n'y a pas que des catholiques qui vont à Lourdes. On sait dans l'imaginaire collectif que voilà, si on a une maladie grave, même si on n'est pas catholique, on va aller à Lourdes peut-être parce qu'on aura une guérison miraculeuse. Donc ça n'attire pas que des gens qui sont religieux. Et donc ça attire ce qu'on appelle en plus des touristes, des gens qui viennent là pour voir les choses, pour essayer de comprendre. Et là où ça peut avoir un intérêt effectivement sur l'aspect religieux, c'est que ça attire par le biais de ces pèlerinages des gens qui ne sont pas religieux et qui se mêlent à des gens complètement religieux, parce que bien sûr dans le lot il y a également des gens assez fanatiques sur ces sites-là, quels qu'ils soient de pèlerinage, et donc le film, lui, il va certainement peut-être vivre avec ça, c'est-à-dire voilà, dire à certaines personnes venez vous intéresser au sujet historique de la chose, et peut-être là découvrir une certaine foi qu'ils n'ont peut-être pas encore en eux, qui sait. En tous les cas, c'est l'intérêt de ceux qui ont créé ces pèlerinages. Vous nous confirmez le fait que depuis 1990, vous avez observé un certain essor du tourisme religieux sur le site? Sur le site, non, puisqu'il y a eu l'arrêt avec la Covid. Et le grand moment qu'il y a eu, c'est le bicentenaire. Et là, il y avait des groupes entiers de métropole et de Belgique qui étaient venus ici. Donc, il y avait près de 5000 personnes. C'était incroyable, quoi. Mais après, ça s'est un petit peu tassé puisqu'il n'y avait pas tous ces visiteurs-là en même temps. Mais c'était un peu un prélude à l'avenir, on peut se penser. Et après, il y a eu le Covid, donc ça commence à reprendre seulement. Mais ce que Madame Chevrier souligne aussi, c'est que depuis le développement des pèlerinages dans les années 90, mais au niveau national et même international, des tours opérateurs se sont mis en place qui se spécialisent dans le culturel religieux. Et comme en métropole, en hexagone, c'est plus catholique, donc c'est surtout ça. Et elle explique que l'exemple a été donné quand il y a eu les jeunesses chrétiennes qui sont venues pour aller au Brésil. C'est je sais plus, il y a quelques années, quoi. C'était les évêques de Lyon et les évêques de Paris qui avaient décidé de pas aller directement au Brésil, où c'était le lieu, mais de passer par la Guyane. Et elle a dit, on pourrait très bien refaire aujourd'hui un tour opérateur partant de l'île Madame, où il y a eu tous les prêtres, continuer en faisant des lieux où il y a eu des prêtres déportés ou condamnés ou tués par la Révolution, parce qu'il y en a eu qui ont été guillotinés, il y en a eu qui ont été noyés, comme à Nantes, faire tous ces lieux-là, arriver en Guyane, faire Irakubo naturellement, puisque c'est la suite de l'île de Port-des-Barques, et puis La Rochelle et Rochefort, continuer Irakubo, faire en passant Anne-Marie Jaoué et la Kawarani, et poursuivre
dans les hauts lieux du Brésil, le pèlerinage. Et ça ferait un circuit complet qui pourrait intéresser non seulement les gens d'Hexagone, mais même les Allemands, les Belges et tout ça, quoi. Donc il y a vraiment un potentiel, mais il faut un minimum, quoi, parce que quand vous allez au pèlerinage d'Irakubo, vous avez un bout de piste qui est carrossable, mais vous avez toute une zone de sable où c'est pas évident, quoi. Je peux vous le dire puisque on s'embourbe facilement. Donc il y a des choses qu'il faut faire, quoi. Mais il faut prendre conscience qu'il y a des possibilités. Alors avant de parler des projections qui sont programmées, il y en a déjà eu, il y en aura d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions techniques dans lesquelles ce documentaire a été réalisé, vous qui l'avez produit en tant que au titre de président de l'association Alabama? Les conditions techniques, c'est sûr que déjà c'est beaucoup plus facile que les films que l'on fait en pleine forêt amazonienne, puisque là on a des conditions, on va dire, considérées comme extrêmes en Amazonie. Bon, là on est quand même sur le littoral, mais ce sont des conditions tout à fait satisfaisantes. Néanmoins, nous sommes une association, donc on fait avec le matériel de l'association, et donc forcément c'est du matériel assez réduit, mais qui est tout de même de suffisamment bonne qualité pour ensuite en faire un film qui puisse passer jusqu'en télévision. Vous avez pour objectif de projeter ce documentaire à la télévision? Il y a déjà eu des accords avec des chaînes de télé? C'est en cours? Non, mais c'est un espoir, quoi, parce que pour pouvoir le montrer à un large public, et je pense qu'il y a beaucoup de demandeurs vu les premières réactions, mais bon, ici, il n'y a qu'un diffuseur, donc voilà, la question est là. Alors effectivement, on est sur un marché monopolistique entre guillemets. Alors, parlons justement de ces réactions que vous avez observées lors des premières projections. Il y en a eu une à Remire-Montjoly, je crois. La maison de la culture, la maison des cultures, aux archives. Et des gens m'ont dit au moins on commence à connaître un petit peu l'histoire. Et il y a d'autres qui m'ont dit on aimerait bien le revoir pour bien assimiler. Après c'est comme pour tout film, hein, une fois qu'il est fini, qu'on l'a présenté, il faut qu'il vive lui-même, hein, c'est lui qui vit. Il y en a le dernier qu'on avait fait sur les peintures rupestres de Mamilipan, il avait fait une belle petite carrière de festival puisque j'ai eu 5 sélections, ce qui n'est pas évident puisque vous connaissez comment ça se passe les festivals, il y a 70-80 films, ils en gardent que 10. Et puis moi, c'était mon grand regret, c'est qu'on l'a vu à Saint-Laurent puisqu'il avait été sélectionné au FIFAC, mais on l'avait pas vu ailleurs. C'est un peu le regret de dire on a fait un film pour les Guyanais pour que tout le monde puisse voir, puisque je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu les peintures de Mamilipan. Et puis cette année, au moment des journées européennes de la culture, là, les archives, ils l'ont passé toute la journée. Donc je me dis il fallait attendre 3 ans, quoi. Donc ils l'ont vu. Bon, il est pas passé à la télé, mais il a été bien vu. Il a été vu dans les festivals. Il a bien fait la promotion des lieux, quoi. Le prochain rendez-vous avec le public, ce sera le 18 octobre à Irakubo. C'est ça, donc la prochaine projection, ça sera le vendredi 18 octobre à Irakubo à 18h30, 17h30, oui c'est ça, 17h30 à la médiathèque. Et puis il y a également une projection qui est prévue à Saint-Laurent-du-Maroni le 24 octobre, mais on n'a pas encore la salle. Et puis après, il y aura bien sûr le pèlerinage en lui-même de la Cunamama, qui tombe le 26, le samedi 26 octobre. Donc là, je suis pas certain que le film soit forcément diffusé, mais bon, ça peut permettre aux gens d'aller se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'ils auront découvert dans le cadre du documentaire. Alors, Daniel Saint-Jean, on vous connaît en tant que journaliste. Moi, j'ai du mal avec ancien journaliste, puisque je pars du principe qu'on est journaliste tout le temps. Et donc, dites-nous,
En quoi vos aptitudes, vos connaissances, votre expertise ont été mobilisées dans la réalisation dans le cadre de ce documentaire? Bon, bah, j'ai fait pendant plus de 40 ans de la presse écrite. Donc avec les changements forcés et retraite, j'ai voulu faire apprendre autre chose. Donc je suis parti à Paris à l'école de journalisme pour apprendre à faire la vidéo et réalisation. J'ai travaillé pendant 3 ans à l'AFP Vidéo, ce qui m'a formé un petit peu, quoi, qui a permis de trouver. Et l'idée un peu, c'est de faire en vidéo le genre de sujet que j'avais pas le temps de faire en écrit. Par exemple, je peux pas passer 1 an ou 2 ans sur un sujet. Et quand dans l'écrit, c'est dans la journée et tout, que là, bon, ce sujet-là, j'ai travaillé plus de 2 ans dessus. Donc c'est un plaisir, c'est quelque chose qui est une autre façon de voir les choses et qui est intéressante et qui permet quand même de rester dans l'activité et en découvrant autre chose et apprenant au fil des années. Mais plus je fais de films, plus j'apprends quelque chose. Celui-là, je l'ai presque monté tout seul en entier, alors qu'avant le montage, j'avais plus que mal pour pas faire des bêtises. Mais là, il y a encore des grosses fautes de rester. J'ai vu ça sur grand écran parce que quand on voit son travail pour la première fois sur grand écran, et là c'était le cas, on se dit oh là là, oh là là. Mais ce qui m'a soulagé et fait plaisir, c'est que j'ai vu que les gens étaient réceptifs, et la preuve, c'est qu'il y a eu un super débat après le film, un débat sur l'histoire, un débat sur la façon, ce qu'on avait fait, tout ça. Et je pense que si on fait un documentaire et qu'on arrive à avoir un vrai débat après, c'est qu'il y a un gros objectif d'atteint, parce que on parle, on a suscité le débat, quoi. Et ça, c'est pas évident toujours, quoi. Et là, pour moi, c'est une entre guillemets victoire, quoi. Le fait de travailler sur ce type de problématique, cela vous permet de nourrir votre curiosité, j'imagine. Oui, et puis bon, puis avoir toujours là, j'écris plus des livres, mais j'écris des scénarios. C'est toujours le plaisir d'écrire, quoi, le plaisir avec la difficulté, parce que ça se fait pas comme ça, quoi. Mais disons que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller dans les sujets qui sont pas traités par d'autres. Donc j'ai traité les roches gravées, j'ai traité les roches peintes, j'ai traité par exemple Loyola, mais j'ai pas fait comme toi. Moi j'ai pris l'angle des Canadiens qui venaient. Enfin, j'ai essayé de trouver des angles et après je travaille sur l'angle que j'ai choisi, quoi. Est-ce que vous avez l'impression, le sentiment que la jeune génération peut être intéressée par cette histoire? Pourquoi pas, ça serait bien qu'il s'y intéresse en tous les cas, mais c'est vrai que c'est pas un sujet aujourd'hui très porteur. On va dire que c'est un sujet de niche, hein, le pèlerinage de la Cunhamama. Bon, mais tout a un intérêt. Après, même si bon, on prend l'avant-première auquel on a assisté là il y a pas très longtemps. Bon, c'est vrai qu'il y avait très peu de jeunes dans la salle, mais je dirais que sur 200 personnes, il y en avait peut-être 5 ou 10. C'est déjà ça de gagner. Réaction? Oui, et puis c'est pour ça aussi que je voulais qu'il y ait un historien de l'université en cours, et Maxime Guédon, il est en 2e année. Je voulais qu'il y ait un jeune, quoi, pour montrer aussi que c'était pas, parce que à Rochefort, j'ai trouvé un historien, mais bon, un vrai qui connaît bien le sujet puisqu'il a fait plein de livres, mais bon, d'un certain âge, quoi. Donc je voulais qu'il y ait des jeunes dans mon documentaire pour pas qu'on ait l'image de ça intéresse que les personnes du tout. Je voulais vraiment que ça s'adresse à tout le monde, quoi. Est-ce que vous envisagez peut-être partenariat avec le rectorat d'aller justement vers ce public-là qui viendra peut-être moins spontanément vers vous? Aujourd'hui, non, c'est pas dans les tuyaux en tous les cas. J'avais essayé de les contacter pour d'autres sujets, j'ai pas eu de réponse, donc c'est un peu comme pour la télé, quoi. On leur envoie un dossier, il n'y a pas de réponse, c'est que ça les intéresse pas, quoi. Mais bon, après, nous on est toujours ouverts. Moi, j'espère que ce film donnera l'idée à des historiens d'aller plus loin et de traiter l'autre sujet sous un autre angle, parce que là c'est un angle. Mais il y a d'autres angles, la politique, il y a plein d'angles. Et puis il n'y a pas que le bagne, il n'y a pas que l'esclavage, il y a plein de sujets qui intéressent la Guyane, et il faut une pierre de plus, quoi. Les autres sujets sont très importants, mais il y a d'autres petits sujets qui sont peut-être intéressants aussi et qui peuvent rassembler plein de monde, quoi. Alors rapidement, vous en avez parlé en tout début d'entretien, c'est
tout ce travail de fond que vous avez réalisé pour concrétiser ce projet. C'est les archives de Guyane, également des voyages à Paris pour consulter d'autres sources d'informations. Alors, donc il y a la recherche ici aux archives. Il y a un premier voyage pour rencontrer Madame Chevrier, parce que bon, par téléphone, fallait quand même qu'elle adhère complètement. Donc j'ai fait un voyage pour aller la voir. Après, j'ai fait un autre voyage pour aller à Rochefort et La Rochelle. Là, j'ai eu un bon accueil des médiathèques et puis des archives. Et j'ai découvert des choses comme les lettres là, des Belges, j'étais surpris. Et puis j'ai même trouvé, alors là c'est un petit peu anecdotique, j'ai trouvé une partition de l'époque sur les prêtres, qui chantaient la louange des prêtres, que j'ai donné à notre musicien qui est bénévole aussi, Nicolas Lyonnais, qui est de Kourou, et qui à partir de ça a fait une partie de la musique. Et moi j'ai trouvé ça superbe parce que d'un document trouvé de l'archive, il arrivait à réactualiser le chant, et de donner vie à quelque chose qui était enfoui dans un carton depuis des années. Moi, je trouve ça, ça m'a plu, quoi. Est-ce que vous avez réussi à joindre des membres des familles de ces prêtres et à les faire témoigner pour le documentaire? Ça aurait été magnifique. C'est ce que je voulais faire. J'avais un bon contact avec une descendante d'un des prêtres. Mais une fois arrivé là-bas, la caméra, non. Donc les contacts que j'ai eu comme ça a été par papier, tout ça, par mail et tout. Il y a beaucoup d'échanges, plus d'un an d'échanges avec c'est une dame là que je connais bien, quoi, que je connais comme ça. Je crois avoir compris pourquoi, parce que vu le métier qu'elle fait, qui est tellement donc elle avait pas envie mais elle était prête à me donner, quoi, elle m'a donné beaucoup de documents et tout, mais comment utiliser des documents si vous pouvez pas filmer la personne? Mais non, de beaux documents qu'elle m'avait donnés. Elle m'a dit vous en faites ce que vous voulez. J'ai dit oui, mais bon. Et ça c'était parti, ces contacts-là, c'était parti du petit reportage que j'avais fait en 2016. J'avais fait un petit truc comme ça, 16 minutes, que j'avais mis sur les réseaux. Et il y a des gens qui l'avaient vu là-bas et qui m'avaient contacté après. Et qui m'avait dit oui, moi j'ai un ancêtre et tout. Mais bon, au moment j'ai des personnes que j'allais là-bas pour rencontrer. Et une fois arrivé là-bas, notamment le premier historien que j'avais, il est tombé malade. Donc il a fallu que. Mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. On part sur une idée, on part sur des rencontres. On est persuadé que ces rencontres-là, c'est la personne qu'il nous faut. Et puis, ça passe pas. Et puis je serais tenté de dire, le premier historien, à côté de l'autre historien que j'ai trouvé, l'autre historien, je serais tenté de dire que c'est une pointure par rapport à l'autre. Donc à la limite, c'est peut-être mieux, quoi. Mais bon, l'intérêt, c'est de toujours s'adapter et de toujours rester fidèle à l'idée qu'on a dès le départ et de la poursuivre jusqu'au bout, quoi. Merci pour cette leçon de journalisme. C'est vrai que, une petite précision, rapidement. Oui, j'ai eu l'aide à l'écriture de la région pour lancer le documentaire. Parce que sans aide pour démarrer, c'est impossible, quoi. Très bien, nous arrivons au terme de cet entretien fort intéressant puisqu'on aura appris plein de choses, surtout sur cette histoire incroyable de ces prêtres qui sont venus jusqu'en Guyane, jusqu'à Cunamama. Alors, quels sont les projets de l'association Alabama? Parlez-nous un petit peu de de ce que vous avez dans les tuyaux. Alors, en général, l'association Alabama communique pas ou peu sur les projets en cours, mais il y en a. On communique plutôt une fois qu'ils sont bien réalisés, on sait où on est allé, on sait où on veut aller, et on connaît le résultat. Mais il y a deux projets en cours, un d'expédition dans le sud de la Guyane, et puis un sur le littoral également. Mais c'est trop tôt pour en parler. Un dernier mot, Monsieur Saint-Jean? J'ai un projet, mais bon, lundi je rencontre les protagonistes, donc je verrai lundi soir si je commence à écrire et faire les recherches après. Mais je rencontre pour la première fois les protagonistes lundi. Vous voyez, et je viens d'avoir le téléphone là, mais ça fait déjà 6 mois que j'essaie de réunir des gens pour ce sujet-là. C'est un autre sujet, quoi. Mais vous êtes à la retraite, mais vous n'êtes pas prêt de vous arrêter, hein?
Ah bah moi je pars du principe que j'ai une carte de journaliste honoraire, donc ça veut dire que je suis toujours journaliste. Donc j'ai changé de cap. Après l'écrit, je fais la vidéo. Bon après, j'ai toujours sous le coude des écrits. Mais bon, si on s'arrête, c'est que c'est fini. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.